Bonjour à tous et bienvenue à ce 8e webinaire présenté dans le cadre de cette série qui est consacrée aux différentes facettes de la recherche nordique menée au Québec, mais aussi au Canada. Le webinaire d'aujourd'hui vous est présenté en partenariat avec Québec Océan, avec l'Unité mixte internationale TACUVIC et avec Sentinelle Nord. Un petit mot rapidement pour vous indiquer que vous pouvez poser vos questions à tout moment en cours de présentation via la zone de clavardage, mais il y aura également une période de questions à la fin de la présentation. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à notre invité d'aujourd'hui, M. Marcel Babin. Bonjour. Donc, je me présente, Marcel Babin. Je suis directeur de l'Unité mixte internationale TACUVIC, un laboratoire en partenariat entre l'Université Laval et le CNRS en France. Donc, je dirige un laboratoire à l'Université Laval et je suis océanographe, biologiste à l'origine, spécialiste de l'optique marine, c'est-à-dire la propagation de la lumière dans l'océan, mais aussi l'utilisation de méthodes optiques pour faire le suivi des écosystèmes marins et en particulier pour détecter le phytoplancton à partir de l'espace ou à l'aide de capteurs optiques directement in situ. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on mène actuellement depuis plusieurs années à l'aide de ce qu'on appelle des flotteurs bio-arbo. Je vais expliquer un peu plus tard de quoi il s'agit. Et je vais vous présenter les résultats récoltés dans la baie de Baffin en Arctique durant 2 saisons, durant l'hiver d'une part et durant l'été et l'automne d'autre part. Le tout pour mieux comprendre les changements, les fluctuations de biomasse au cours d'une année en Arctique et comment le phytoplancton répond en particulier à l'environnement lumineux. Alors, bon, un peu de contexte. Ce que vous voyez sur cette figure, c'est une illustration de ce qu'on appelle la phénologie du phytoplancton. La phénologie, ce sont les variations circadiennes de différents phénomènes biologiques. Ici, ce sont simplement les fluctuations saisonnières de biomasse de phytoplancton, c'est-à-dire de microalgues dans la colonne d'eau, ainsi que de microalgues dans la glace de mer. Donc, vous voyez, ce graphique montre les différents mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Et ce qu'on voit sur la verticale, c'est le ciel, un manteau neigeux, une banquise et puis la surface de l'océan. Et les zones en vert montrent les périodes durant lesquelles on voit se développer des microalgues dans la glace de mer, à la base de la glace de mer, et des microalgues dans la colonne d'eau jusqu'à une certaine profondeur, en général quelques dizaines de mètres de profondeur. Donc, en Arctique, cette phénologie du phytoplancton, elle est fortement contrainte par la dynamique, d'une part la dynamique de la banquise, mais aussi par le cycle de lumière. En général, souvent, ce qu'on observe, c'est que au printemps, dès la fonte du manteau neigeux, l'amincissement de la banquise, on voit des algues de glace développées sous la banquise. Puis un peu plus tard, dès la débâcle, la fonte et le disloquement de la banquise, parce qu'il y a beaucoup plus de lumière qui pénètre dans l'eau et parce qu'il y a beaucoup de nutriments disponibles à ce moment-là de l'année dans la colonne d'eau, le phytoplancton se met à croître très rapidement et à s'accumuler dans la colonne d'eau. Et à cet événement, on l'appelle le bloom printanier ou la floraison printanière de phytoplancton. La production primaire, c'est-à-dire la fixation de carbone par le phytoplancton, la production de biomasse, continue tout au long de l'été, tant qu'il n'y a pas de glace de mer. Puis, quand arrive l'automne et quand la banquise se reforme, en général, cette accumulation de phytoplancton cesse, et puis elle cesse durant tout l'hiver. Bon, donc ça, c'est une phénologie classique observée en Arctique. Comme vous le savez probablement, la plupart d'entre vous, la banquise change beaucoup actuellement en Arctique. Il y a son étendue durant l'été, plus précisément au mois de septembre, est bien moins importante qu'elle l'était jusqu'aux années 70. Mais aussi, la banquise est plus mince et elle porte moins de neige. Et donc, ces changements dans l'allongement de la saison durant l'été sans glace de mer, d'une part, mais aussi son amincissement durant l'hiver et au printemps,
tous ces changements ont un impact sur le phytoplancton et sur la phénologie, sur la production primaire. On a déjà montré à l'aide de données satellites qui permettent de détecter le phytoplancton à partir de l'espace quand il n'y a pas de glace de mer et quand il n'y a pas de nuages. On a déjà montré que ces changements dans la banquise, et en particulier dans la longueur de la saison sans glace, avaient entraîné une augmentation de la production primaire annuelle, donc la quantité de carbone organique produite par le phytoplancton durant une année. Cette quantité a augmenté de plus de 40% en 2 décennies, durant les 2 dernières décennies. Donc ça, on le sait déjà. On sait par ailleurs qu'il y a aussi des efflorescences de phytoplancton sous la banquise qui seraient de plus en plus fréquentes parce que la banquise est de plus en plus transparente. On en sait moins là-dessus parce que ces observations, on ne peut pas les récolter à partir de l'espace. Il faut aller sur le terrain pour les récolter. Et ça demande d'utiliser des navires. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'obtenir des données pour mesurer l'étendue de ce phénomène des efflorescences sous la banquise. La production primaire annuelle, c'est une chose, c'est bien. Mais la phénologie, ce n'est pas que ça. La phénologie, c'est ce que ça transporte comme information aussi, c'est une information sur le rythme de la production primaire. Quand elle se produit, avec quelle intensité. Et ce rythme, il est important pour tout l'écosystème. Parce que si, par exemple, la floraison du printemps se produit trop tôt, avant que le zooplancton sorte de sa dormance hivernale pour plusieurs espèces, eh ben, cette production de microalgues ne peut pas être bien exploitée par le zooplancton. Au contraire, si cette production se fait de manière moins concentrée sur une période plus étalée dans le temps, à cause de la dynamique de la banquise, et favorise plutôt le développement de petites microalgues, de microalgues plus petites, eh ben, ces conditions-là pourraient favoriser la consommation de ces microalgues par du microzooplancton plutôt que par du zooplancton de taille plus importante. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la quantité de biomasse qui se développe qui est importante, il y a aussi simplement le rythme de ces événements quand ils se produisent avec quelle intensité. C'est toute la phénologie qui est importante. Alors aujourd'hui, la phénologie, elle aurait plutôt tendance à ressembler à ce que vous voyez sur cette deuxième figure. Donc avec une débâcle qui se produit plus tôt dans la saison, et puis une formation de la banquise à l'automne qui se produit plus tard. Alors, d'une part, on ne sait pas trop exactement quand les algues peuvent commencer à se développer véritablement au printemps. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas bien, c'est tout ce qui se produit sous la banquise. Et ce qu'on connaît, on ne sait pas trop non plus, c'est à quel point la reformation de la banquise à l'automne pourrait permettre une croissance phytoplanctonique aussi plus tard à l'automne. Dans quelle mesure ça contraint la production primaire à l'automne. Et c'est sur ces deux aspects-là que ma présentation va porter à partir de maintenant. Donc, c'est sur ces... c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc, c'est sur ces 2 périodes que je vais me concentrer. On trouve dans la littérature beaucoup d'études qui se concentrent sur la période estivale ou sur l'efflorescence printanière. Ma présentation va porter plutôt sur la fin de l'été, juste au moment où la banquise se forme, mais aussi sur le printemps, voire l'hiver, la croissance des algues durant l'hiver. Donc voilà, les 2 parties de ma présentation. Et cette présentation, elle a fait l'objet de 2 publications. La première, donc, qui a été, dont le premier auteur est Achim Randelhoff, un postdoc dans mon laboratoire, a été soumise, est actuellement en révision dans Science Advance. Et la seconde, dont je suis premier auteur, sera bientôt soumise. L'étude que je vais vous présenter, elle a été réalisée à l'aide de flotteurs BioArgo ou BGC Argo pour Biogeochemistry Argo Floats. Donc, ces flotteurs sont des flotteurs dérivants qui sont inspirés des flotteurs classiques qu'on appelle Argo, qui sont des flotteurs qui ne transportent que des capteurs de température et de salinité et de pression,
et qui fournissent des informations entre 0 et 2000 mètres sur les profils de densité dans l'océan, presque en temps réel, surtout toute la surface de l'océan mondial. Il y a près de 4000 de ces flotteurs qui sont déployés aujourd'hui en fait dans l'océan et qui viennent compléter les informations satellites pour contraindre les modèles, essentiellement des modèles météo. En fait. Or, au cours des 2 dernières décennies, on a commencé à équiper ces flotteurs avec de plus en plus d'autres capteurs qui nous intéressent, nous, qui étudions les cycles biogéochimiques et les écosystèmes marins. Donc, vous voyez un exemple de ces flotteurs sur cette figure, et puis la liste des capteurs que ce flotteur transporte. C'est les flotteurs que nous, on utilise. Donc, on peut voir qu'en plus des capteurs de température, salinité et pression, ces capteurs transportent aussi des capteurs d'oxygène, d'éclairement à 3 longueurs d'onde, ainsi que d'éclairement dans toute la région spectrale visible de 400 à 700 nanomètres. On a un capteur optique d'azote, puis on a un capteur qui nous donne 3 mesures, une mesure de fluorescence de la matière organique colorée, une mesure de la fluorescence de la chlorophylle, un indice de biomasse phytoplancton, et une mesure du coefficient de rétrodiffusion des particules contenues dans l'eau de mer. Ce coefficient de rétrodiffusion, on l'utilise souvent pour en tirer un indice de biomasse en termes de quantité de carbone particulière dans la colonne d'eau. Donc voilà ce que transportent nos flotteurs. Et puis ces flotteurs, ils ont aussi bien sûr la capacité de se positionner, de prendre leur position chaque fois qu'ils se retrouvent en surface, et puis de transmettre cette position et les données qui sont récoltées à l'aide d'un modem, de modem Iridium en fait, par satellite. Alors ces flotteurs, on en a déployé plusieurs dans le cadre en marche d'un projet que j'ai piloté ces dernières années qui s'appelle Green Edge et qui visait à étudier la floraison printanière de phytoplancton. Un projet qui a été mené dans la baie de Baffin et qui a fait l'objet de 2 expéditions majeures. Une première sur le Brislas Amundsen en juin et juillet 2016, et puis une seconde qui s'est étalée sur 2 années, 2 printemps en fait, en 2015 et en 2016, à Qikiqtarjuaq, petit village sur la côte est de la terre de Baffin. On voit ici avec l'étoile marquée par une étoile jaune. Donc, à Qikiqtarjuaq, on a suivi en point fixe l'évolution du bloom phytoplanctonique et d'algues de glace dans 2 saisons. Et sur le navire, on a suivi les florescences en lisière de banquise, sous la banquise et en eau libre, donc le long de 7 transects que vous voyez ici illustrés par des points de couleur sur la figure de gauche. La baie de Baffin, là, vous voyez à droite une animation qui montre les fluctuations saisonnières de l'étendue de la banquise. Donc chaque année, on a une banquise qui recouvre complètement pendant l'hiver la baie de Baffin et qui se retire au printemps en partant du Groenland et en se retirant vers la baie de Baffin. Donc c'est dans ce système qu'on a déployé plusieurs de ces fameux flotteurs. Vous voyez ici un tableau récapitulatif des flotteurs, du nombre de flotteurs qu'on a utilisés en baie de Baffin. Donc c'est un projet, je dirais un projet pilote. On fait partie des premiers qui ont déployé ces flotteurs en Arctique, alors qu'il y en a beaucoup dans l'océan mondial. En Arctique, il y en a très peu, pour la raison simple que la présence de la banquise gêne leur déploiement et surtout leur immersion quand les flotteurs remontent à la surface pour prendre leur position et transmettre leurs données. Donc, peu de groupes ont essayé de déployer ces flotteurs, mais pourtant, ça manque beaucoup parce que c'est une plateforme fantastique pour récolter des données à longueur d'année. Donc, nous, on a commencé à en déployer en 2016 et on a modifié nos flotteurs pour qu'ils puissent détecter la présence de glace de manière à ce que, quand il y a de la glace, ils remettent à plus tard l'immersion, gardent en mémoire leurs données et puis remettent à plus tard l'immersion. Donc, on a différents dispositifs de détection de présence de glace qui sont d'une part basés sur la température, la salinité, mais aussi on a un altimètre acoustique qui regarde vers le haut pour détecter l'éventuelle présence d'iceberg.
Et on a utilisé aussi, on a développé un petit capteur optique qui mesure aussi la glace de mer, la présence de glace de mer, même quand elle est présente en couche très très mince. Alors en 2016, nos premiers flotteurs, on les a déployés en début du mois de juillet. Ils ont récolté beaucoup de données durant la période sans glace. Et puis après, quand ils sont entrés dans l'hiver, ben, malheureusement, on ne les a plus jamais revus. Ils ont tous disparu. Et donc, malheureusement, quand on teste ce genre de nouvelles technologies, il faut accepter les échecs. Et bien que ces données, bien que ces flotteurs aient même récolté beaucoup de données durant l'été, c'est ces données que je vais entre autres présenter dans ma présentation. En 2017, on en a déployé encore 7. Et là, il y en a 3 qui ont survécu complètement ou partiellement à la période hivernale. Et en 2018, on en a à nouveau redéployé 3. Et là, ils ont tous survécu à toute la période hivernale ou à une partie de la période hivernale. Donc, on a pu identifier les problèmes qu'on a rencontrés en 2016, en fait. On a pu identifier les raisons de ces premières pertes. Et aujourd'hui, on sait déployer des flotteurs en Arctique et récolter des données 12 mois dans l'année. Donc, la première partie va porter sur la dynamique, en fait, la phénologie durant la partie estivale et surtout durant la fin d'été, juste avant que la banquise se reforme. Donc, et les résultats que j'ai présentés s'appuient sur les données récoltées par 4 flotteurs, dont vous voyez la trajectoire ici, la trajectoire entre le début du mois de juillet et la fin du mois d'octobre, le 1er novembre. En fait. Chaque point représente la position d'un profil entre 0 et 1000 mètres. Donc, vous voyez que les flotteurs ont dérivé durant cette période de 3 mois, mais pas tant que ça, en fait. Mais la raison pour laquelle ils ne dérivent pas tant que ça, c'est que simplement, entre chaque profil, ils retournent se positionnent à 1000 mètres où les courants sont très faibles. Donc, dans ce cas-ci, comme on ne savait pas si nos flotteurs allaient survivre à l'hiver, on a décidé de les exploiter à fond durant l'été. Donc, on leur a fait faire un profil vertical chaque jour. Ce qui n'est pas commun. En général, les flotteurs Argo sont utilisés pour faire des profils verticaux tous les 10 jours. Ici, un profil chaque jour nous a permis d'obtenir une série temporelle à très haute fréquence qui est assez unique, qui permet vraiment de bien documenter la phénologie du phytoplancton et un certain nombre de phénomènes transitoires. Cette diapositive résume l'essentiel, les données récoltées par l'un de ces flotteurs, en fait, et en gros, tous les flotteurs montrent à peu près les mêmes séries temporelles, assez reproductibles. Donc, ce que vous avez en axe des X, c'est la date de la mi-juillet jusqu'au 1er novembre. Et en Y, vous avez la profondeur de 0 à 100 mètres. Donc là, je me concentre sur la couche de surface où je m'intéresse au microalgues, au phytoplancton, en fait. La première figure montre les variations de concentration en chlorophylla, qui est un indice de biomasse du phytoplancton, sur une échelle logarithmique. La deuxième figure montre les variations du coefficient de rétrodiffusion des particules, donc un indice de biomasse, mais de biomasse carbonée, encore une fois sur une échelle logarithmique. Et puis finalement, la dernière figure montre les fluctuations de la concentration en nitrate mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre UV embarqué sur nos flotteurs. On voit ensuite sur chaque figure 3 courbes, sont les mêmes sur toutes les figures. La première, la courbe pointillée, montre la profondeur de la couche mélangée, donc la couche de mélange, la base de la couche mélangée. Donc on voit qu'elle fluctue d'un peu plus de 15 mètres, très stable, jusqu'après le 15 septembre,
et en particulier après le 15 octobre, et s'approfondit jusqu'à plus de 40 mètres. Ensuite, la courbe noire, elle montre, je vais plutôt commencer par la courbe en petit pointillé. La courbe en petit pointillé montre la profondeur de la couche euphotique. C'est la profondeur à laquelle l'éclairement est égal à 1% de la valeur de l'éclairement incident. Cette couche euphotique, on l'utilise souvent pour délimiter la zone de l'océan de surface à l'intérieur de laquelle la photosynthèse est possible, la production de biomasse autotrophe. La production autotrophe de biomasse est possible. En dessous de cette zone, il n'y a pas assez de lumière. Or, cette manière de définir la couche euphotique en Arctique est plus ou moins adéquate parce que dans les milieux polaires, on se retrouve certaines périodes de l'année durant lesquelles l'éclairement incident est extrêmement faible, si bien que le 1% de lumière, lui, qui n'est pas affecté par la valeur absolue de l'éclairement incident, peut ne pas varier. En fait, vous voyez qu'ici, il varie entre 40 mètres et à la fin de la saison, 70 mètres, alors qu'en surface, l'éclairement incident est presque nul. Donc, ce n'est pas un très bon indice en fait, de lumière, métrique de lumière, parce que il est insensible à l'éclairement de surface. Donc, 1% dans ce cas-ci, le 1er novembre, c'est 1% de rien en fait. Donc à la place, on peut utiliser, c'est un métrique qui est en valeur absolue, et celui que nous, on utilise est illustré ici avec la courbe noire, qu'on appelle et donc montre la profondeur de ce qu'on appelle une isolume. Ce que cette courbe indique, c'est la profondeur à laquelle on a un éclairement journalier, une quantité de lumière journalière, un nombre de photons, en fait, dans une journée, de 0,4 mol de photons par jour. Donc, à cette profondeur, c'est le nombre de photons qu'on reçoit dans une journée. Donc, on voit que cette isolume, quand on arrive près du 1er novembre, elle s'approche très fortement de la surface. Tout ce que ça veut dire, c'est que cette dose de photons, à cette période de l'année, on la rencontre qu'en surface, et parce que l'éclairement incident devient très très faible. Donc ça, c'est un très bon indice, je dirais, de lumière qu'on peut utiliser pour délimiter la zone à l'intérieur de laquelle la production de biomasse est possible, là où il y a assez de lumière. Bon, maintenant, une petite description de ce qu'on voit sur ces figures. Si on commence par la figure du haut, ce qu'on voit, c'est que le gros de la biomasse du phytoplancton est concentré au début de la série temporelle à plus de 20 mètres. Autour de 20 mètres, on va dire. Donc, on a un maximum de chlorophylle de subsurface qui évolue petit à petit, s'approfondit jusqu'à il atteint une profondeur maximale autour du 15 septembre. Puis, un peu plus tard, on le voit remonter vers la surface pour finalement atteindre la surface, le maximum de biomasse, atteindre la surface au mois d'octobre. Si on examine un autre indice de biomasse, donc fourni par le coefficient de rétrodiffusion particulière, donc la deuxième figure, cette figure-là, elle montre que le maximum de biomasse est plutôt situé près de la surface au début de la série temporelle, en juillet en fait. Et que à partir de la mi-août, on voit se développer effectivement un maximum de biomasse en subsurface. Il s'éloigne de la surface progressivement. Puis à partir du 15 septembre, le maximum de biomasse remonte vers la surface. C'est plus difficile à voir sur cette figure. Je vais vous le remontrer dans une prochaine diapositive avec un autre code couleur. Alors, comment expliquer la différence entre ces deux indices de biomasse? C'est que, en fait, la première figure, ce qu'elle nous montre, c'est le taux de fluorescence in vivo de la chlorophylle. Et c'est le rendement quantique de la fluorescence est très sensible à la lumière. Et quand le phytoplancton est soumis à de très forts éclairements, il subit ce qu'on appelle de la photoinhibition et son rendement de fluorescence diminue.
Donc, ce qu'on voit au début de la série temporelle en chlorophylle, je dirais que c'est un artefact. Les faibles valeurs de chlorophylle en surface ne sont pas de vraies faibles valeurs de chlorophylle, sont de vraies faibles valeurs de fluorescence, qui sont dues à une baisse du rendement quantique de fluorescence. Donc, en vérité, au début de la série temporelle, et je dois vous indiquer aussi que vers le 15 juillet correspond à peu près à la date de débâcle. On a déployé nos flotteurs juste après la débâcle. Donc, on se trouve en lisière de banquise. Et à ce moment-là, le bloom est à son maximum. Il est en vérité près de la surface. Puis, progressivement, à mesure que les nutriments sont épuisés en surface, là, le maximum de biomasse se retrouve plus en profondeur, au contact des nitrates, en fait. Et puis, la partie intéressante dans cette figure, en fait, c'est la fin de la série temporelle qui nous montre cet approfondissement de la couche de mélange, cette augmentation de la biomasse en surface et, en parallèle, en fait, si on examine les données nitrates, ce qu'on observe au niveau des données nitrates, c'est qu'après un épuisement estival complet de la couche de surface se retrouve enrichie, on ne sait pas par quoi pour l'instant, enrichie en nitrate à nouveau à la fin de la saison. Et on peut penser que l'augmentation de biomasse est liée à cette augmentation de nutriments, donc permise par cette augmentation de nutriments, alors qu'il y a encore suffisamment de lumière pour permettre de la production de biomasse. Bon. Donc ça, cette figure-ci montre exactement la même chose avec le coefficient de rétrodiffusion particulière, mais sur un autre code couleur pour un peu mieux voir la période du mois d'octobre. Et là, vous voyez bien, si vous vous concentrez vraiment sur la couche de surface, vous voyez que effectivement, la biomasse, là exprimée en quantité de particules, augmente au mois d'octobre, en parallèle avec l'approfondissement de la couche de mélange, l'augmentation des nitrates qu'on a vu dans la diapositive précédente, et alors que l'isolume 0,4 n'a pas encore atteint la surface. Par contre, quand l'isolume atteint la surface, ce qu'on peut voir dans les deux derniers profils, c'est que la biomasse semble diminuer de façon significative. C'est certes lié à un approfondissement de la couche de mélange et donc peut-être à une dilution, mais cette diminution de la biomasse est tout de même très forte. Et ce qu'elle peut révéler, c'est effectivement une cessation de la croissance du phytoplancton au moment où l'éclairement incident devient tout simplement trop faible pour permettre une production nette, une photosynthèse nette. Donc là, ce qu'on voit dans cette série temporelle, c'est que à l'automne, on a un bloom qui est permis par du mélange, un approfondissement de la couche de mélange, donc un apport de nouveaux nutriments. Et ce qu'on voit, c'est que ce bloom cesse à cause de la lumière, et non pas à cause de et non pas parce que la banquise se forme, mais tout simplement parce qu'à cette période de l'année, au-delà du cercle polaire, il n'y a plus de lumière en surface et ça s'arrête. Donc, dans cet endroit baie de Baffin, la banquise n'a aucun impact sur cette dynamique au courant de l'automne. Alors, qu'est-ce qui a pu produire cet approfondissement de la couche de mélange? C'est un phénomène intéressant, ces blooms d'automne, parce que on a déjà montré dans une autre étude qui sont de plus en plus fréquents en Arctique. Ce qu'on voit dans le premier panneau en haut, c'est effectivement l'évolution de la profondeur de la couche de mélange, et on voit son augmentation avec le temps. Le deuxième graphique montre le flux de chaleur de l'océan vers l'atmosphère. Il est donc négatif durant l'été parce que l'océan accumule la chaleur. Et à partir durant la première quinzaine de septembre, il devient positif, c'est-à-dire que l'océan commence à perdre de la chaleur, se refroidir, et du coup, susceptible d'être soumis à du mélange convectif. Donc, ça peut être ce mélange convectif qui a pu être responsable de l'approfondissement de la couche de mélange. En tout cas, le renversement du flux de chaleur
correspond assez bien avec le début de l'appauvrissement de la couche de mélange. Mais durant cette période aussi, on observe une augmentation de la fréquence des tempêtes de vent. Et ça, c'est illustré avec la figure du bas, sur laquelle on voit en Y la vitesse du vent, et puis en X la date de l'année. Et puis chaque pavé ici porte une couleur qui suit le code couleur qui est à droite, là, qui montre le pourcentage de données dans pour chacune des vitesses de vent. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, le 15 août, dans 60% des cas, 60% des jours durant cette période du temps, on a des vitesses du vent à 5 mètres par seconde. Si on regarde à partir du 15 octobre, là, on a encore 60% du temps du vent à 5 mètres par seconde. Et puis, on a entre 40 et 50% des vitesses de vent à plus de 10 mètres secondes. Ce qu'on voit, le patron général sur cette figure, c'est qu'effectivement, la fréquence des fortes vitesses de vent a tendance à augmenter quand on arrive dans le mois d'octobre. Donc, en fait, c'est probablement une combinaison de ces deux facteurs, donc le changement de température et puis la vitesse de vent, qui ont entraîné ce mélange vertical. Voilà pour les raisons du mélange vertical. Donc, ce qu'on voit, nous, dans notre série temporelle, c'est que finalement, la reformation de la banquise ne contraint pas beaucoup ce bloom d'automne. Mais ça pourrait être différent dans d'autres régions de l'Arctique. Et pourquoi on devrait s'intéresser à ça? On devrait s'intéresser à ça parce que on a récemment, et donc pas nous, mais les collègues, ont récemment montré dans une étude menée par modélisation que la date de reformation de la banquise, donc la reformation de la banquise va se produire de plus en plus tard, entre maintenant, là, vous voyez ici une série temporelle qui montre la date de reformation de la banquise et la date de débâcle entre maintenant et l'an 2200. Et ce que cette étude de modélisation a montré, très intéressant, c'est que la date de reformation de la banquise va beaucoup plus changer que la date de débâcle. Donc, la date de la reformation de la banquise va se produire maintenant de plus en plus tard. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur la dynamique du bloom de phytoplancton durant l'automne? Vraisemblablement, dans la baie de Baffin, non, parce que c'est déjà contraint par l'éclairement incident, pas par la banquise, mais dans d'autres régions de l'Arctique, peut-être que oui. Donc, pour se faire une idée, nous, on a examiné des données satellites. Et ce qu'on a calculé, là, vous voyez ici deux exemples pour 2 années, 2004 et 2008. Et ce que vous voyez, ce sont des résultats calculés à partir de données de concentration de banquise. Ils nous ont permis de déterminer la date de reformation, le freeze-up de la banquise pour chaque année en fonction de la position géographique. Ce que vous voyez sur les figures, c'est la différence entre la date à laquelle l'isolume 0,4 atteint la surface et la date de freeze-up. C'est cette différence que vous voyez en jours. C'est ce que le code couleur montre. Quand cette valeur est négative, ça veut dire que l'isolume atteint la surface avant que la banquise se reforme. C'est ce qui s'est produit en baie de Baffin. Et donc, quand les valeurs sont négatives, la banquise n'a pas eu d'impact sur la lumière ou la cessation du bloom en principe. Quand les valeurs sont positives, par contre, ça veut dire que la banquise s'est formée avant, et parfois bien avant, que l'isolume 0,4 atteigne la surface. Parfois, 50 jours, 2 mois avant que l'isolume atteigne la surface. Et dans ces cas, c'est la banquise, la formation de la banquise qui a probablement arrêté le bloom phytoplanctonique. Donc, comme dans la mesure où cette date de reformation de la banquise va beaucoup changer, on peut s'attendre à ce que les blooms d'automne deviennent
de plus en plus, effectivement, de plus en plus fréquents en Arctique, parce qu'il y aura moins de glace, parce que pendant l'automne, l'océan est soumis à plus de tempêtes, de vent, et donc voilà. Donc voilà pour la première partie de ma présentation. Maintenant, je vais passer à la seconde qui concerne la période printanière et en fait la période presque pré-printanière. Je vais vous montrer des données qu'on a récoltées maintenant durant tout l'hiver. Et là, donc là, on va compléter la phénologie. Dans ce cas-ci, quand on déploie des flotteurs pendant l'hiver, comme on veut prendre moins de risques, on leur fait faire moins de profils. La fréquence, on l'a diminuée beaucoup. Surtout la première année, on s'est dit on ne va pas prendre trop de risques parce qu'on sait que l'hiver, il y a de la glace, il y en a beaucoup. Et donc, on va leur faire faire un profil par mois uniquement, jusqu'à 10 mètres environ. Et puis, ce n'est pas la peine que les flotteurs aillent taper dans la glace. Ils peuvent redescendre ensuite à leur profondeur de parking et puis de stationnement. Et puis voilà. Donc, on a fait ça avec 3 flotteurs qu'on a déployés en 2017 et qui ont survécu jusqu'à 2018. Et certains de ces flotteurs sont encore fonctionnels. En fait, on s'est survécu à 2 hivers et ils vont commencer leur 3e hiver. Et donc, vous voyez les 3 flotteurs qui nous intéressent. Et en couleur, on voit leur trajectoire durant la période sans glace, durant l'été. Et puis ensuite, en pointillé, leur trajectoire supposée durant l'hiver avant de réémerger au printemps suivant. On voit quand l'endroit où ils réémergent. Et puis, on a comme interpolé entre le lieu où ils ont disparu et le lieu où ils ont réapparu, tout simplement en suivant une isoligne, une isobate en fait. La ligne de profondeur de 1000 mètres, c'est là où les flotteurs sont stationnés. Et je dois dire que on a fait, nous, un certain nombre de simulations de transport lagrangien. C'est la trajectoire probable de ces flotteurs durant cette période. Alors, on va aller très vite aux résultats. Ce que vous voyez sur cette figure, c'est la phénologie, là, montrée simplement avec la valeur de la biomasse moyenne ou intégrée, en fait, dans la couche de surface, la couche de mélange, donc durant toute une année complète. Biomasse soit exprimée par la fluorescence de la chlorophylle A, soit exprimée par le coefficient de rétrodiffusion des particules. Donc, on voit que, effectivement, donc, durant l'été, on a une augmentation de la biomasse et puis ensuite, durant l'hiver, une chute très importante avec un minimum atteint pour la fluorescence au mois de janvier et puis pour le coefficient de rétrodiffusion au mois de mars. Alors, ce qui est surprenant dans ces données, c'est ce sur quoi je vais insister, en fait, c'est que la biomasse, elle se remet à augmenter très très tôt, beaucoup plus tôt que ce à quoi nous on s'attendait. Là, il s'agit de biomasse de phytoplancton dans la colonne d'eau, pas de d'algues de glace. Et si on examine les données d'abord de fluorescence, si vous regardez les triangles par exemple, on voit qu'entre les données de janvier et février, il y a déjà une augmentation. Puis entre février et mars, il y a encore une augmentation. Entre mars et mai, et ainsi de suite. Et si on regarde les ronds, les cercles, on observe encore cette augmentation à partir entre janvier et février et mars. Là, si on regarde les croix, là, c'est donc plutôt entre le 1er février et le 1er mars. Mais en tout cas, on voit une augmentation qui se produit très, très rapidement. C'est surprenant, sous la banquise avec la neige dessus, en plein hiver, on vient juste de sortir de la nuit polaire. C'est surprenant. Maintenant, si on regarde le coefficient de rétrodiffusion, on voit aussi une augmentation qui se produit durant l'hiver sous la glace de mer, mais celle-ci, on peut l'observer qu'entre les mois de mars et avril, pas avant. C'est tôt, mais c'est moins tôt. Et ça, on se l'explique par le fait que la rétrodiffusion des particules reflète le nombre de particules totales dans la colonne. Le nombre de particules totales est fait, certes, de microalgues, mais aussi de bactéries, de matière détritique et toutes sortes d'autres particules. Les microalgues ne représentent qu'une partie des particules et pour sortir du bruit de fond que constituent les autres particules, il faut un peu plus de temps. Donc, selon nous, l'augmentation qui est observée entre janvier et février sur la chlorophylle, la fluorescence de la chlorophylle, on n'a pas pu l'observer sur la rétrodiffusion.
parce que on n'est pas encore sorti de ce bruit de fond. Et par ailleurs, ça ne peut pas être, pour ceux qui connaissent un peu la fluorescence, l'augmentation de fluorescence durant l'hiver, durant cette période, ne peut pas refléter de la photoacclimatation, changement de la concentration des pigments, sinon on observerait en fait la tendance inverse. On verrait la fluorescence diminuer à mesure que l'éclairement augmente. Donc voilà. Donc on a voulu, et je dois dire qu'on a maintenant analysé les données de la saison entre 2018 et 2019, et on observe la même augmentation qui se produit très très tôt durant l'hiver, qui est très surprenante. Alors, donc on a voulu comprendre comment c'était possible, si c'était possible, en vérité, si tout ça c'est vrai, hein, parce que bon, il faut dire que ce qu'on détecte, tout ça c'est des quantités très très faibles, on est toujours très proche du bruit de fond, on n'a pas beaucoup de données, donc on essaie de se demander quand même de déterminer si ces résultats sont vraisemblables ou non. Sur la figure que vous voyez ici, d'abord, ce qu'on voit, c'est le taux de changement, je dirais, ce qu'on voit en zone, zone verte et en zone pavée jaune, sont les taux de changement de biomasse donc, par jour. Taux de changement, donc, qui sont, quand la biomasse diminue, ce taux est négatif, quand la biomasse augmente, le taux est positif. Et on l'a calculé avec la chlorophylle et avec le coefficient de reproduction particulière. Et donc, on voit que, effectivement, durant la période, durant l'automne, quand ça diminue, effectivement, on voit que le taux de changement est négatif. Et puis ensuite, il se met à être positif pour la chlorophylle dès la période entre janvier et mars, et puis pour les particules entre mars et mai. Et la courbe qu'on voit, la courbe noire, elle, c'est une courbe du taux de division cellulaire supposé qu'on a calculé à l'aide de la quantité de lumière et de paramètres photosynthétiques qu'on a appliqués, qu'on avait déjà mesurés sur le terrain, mais pas pendant l'hiver, parce qu'on n'a jamais pu faire, mais pendant le printemps, en fait, qu'on a appliqué pour voir si tout ça, c'est possible. Donc, effectivement, ce taux de division cellulaire, ce qui montre, tel qu'on a calculé, là au mieux, ce qu'on peut faire, effectivement, il est nul durant la période, durant le mois de décembre. Et puis après, il devient positif. Il devient en fait devient significatif à partir du mois de janvier, ce qui correspond assez bien au moment où le taux de variation de la biomasse devient aussi positif. Donc, les deux sont cohérents en termes de valeur, ce qui veut dire que durant cette période, il n'y aurait pas beaucoup de broutage parce que les fluctuations de biomasse, elles ne dépendent pas que de la production de biomasse, elles dépendent aussi du broutage, des termes de perte. Et ce qu'on voit, c'est que durant l'hiver, le taux de division cellulaire est égal au taux de variation de la biomasse, ce qui suggère que pendant l'hiver, il n'y aurait pas de biomasse, il n'y aurait pas de broutage. Alors effectivement, comment tout ça c'est possible? Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de lumière durant l'hiver. Vraiment, hein. Ce que vous voyez ici, c'est vous voyez ici donc sur le panneau du haut les fluctuations d'élévation solaire. Ça nous permet à cette région de localiser le début, la fin de la nuit polaire, donc, qui intervient la fin de la nuit polaire au courant du mois de janvier. Vous voyez ici la concentration de glace, donc qui montre que durant cette période, c'est 100% de glace avec la neige dessus en plus. Et ce qu'on voit en bas, c'est la profondeur de l'isolume mesurée avec nos capteurs de lumière sur nos flotteurs. Et cette isolume, elle atteint la surface à partir du mois de novembre, et puis après, elle décolle plus de la surface jusqu'au mois de février. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de lumière dans la colonne d'eau. Et je dois dire que là, en vérité, on n'a pas pu mesurer précisément la lumière durant l'hiver, c'est un peu compliqué. On était toujours très très près du bruit de fond de nos instruments. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cet isolume a atteint la surface. Et là, on a représenté plusieurs isolumes, en fait, des isolumes plus faibles aussi. Donc, cet isolume atteint la surface. Donc, on pourrait penser qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Et donc, comment c'est possible? Pour qu'il y ait de l'accumulation de biomasse, comme je disais, il faut qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait de la photosynthèse, il n'y ait pas beaucoup de respiration.
Il y a un terme de perte inhérent au microalgues et qu'il n'y ait pas de broutage. Et ça, ces conditions-là, on les retrouve en hiver aux basses latitudes. Donc, si on pense à l'Atlantique Nord, par exemple, c'est la figure la diapo que vous voyez ici. Elle montre des résultats obtenus dans l'Atlantique Nord par Mike Berenfeld en 2010. Donc, résultats qu'il avait mis de l'avant pour remettre en question la théorie de Sverdrup concernant la mécanique du bloom printanier de phytoplancton. Moi, tout ce que je veux, ce sur quoi je vais attirer votre attention là, avec ces données, c'est sur le fait que donc le panneau du haut, ce qui montre, sont les fluctuations de concentration de chlorophylle et de diffusion, rétrodiffusion particulière. Donc, c'est les deux indices de biomasse, soit en particules, soit en chlorophylle. Les fluctuations sur 9 années d'affilée. Les traits verticaux pointillés en gris montrent le 1er janvier. Et ce qu'on voit, c'est que chaque année, l'accumulation de biomasse commence très très tôt. Tout de suite, commence pas au printemps, il commence tout de suite le lendemain du 21 décembre. Le lendemain du solstice d'hiver, ça recommence à s'accumuler. On peut le voir encore mieux sur cette figure qui montre donc la biomasse en carbone, en particules, en fait, sur une échelle logarithmique. Et là, on peut vraiment voir que dès le 1er janvier, ça se remet à augmenter. Et malgré, en fait, bien que d'une part, l'éclairement soit très faible, c'est ce qu'on peut voir avec la courbe rouge ici. Vous voyez, l'hiver, ça descend énormément. Vous avez l'échelle ici d'éclairement, en mol de photons par mètre carré par jour. Et malgré aussi une couche de mélange qui est extrêmement profonde, qui descend jusqu'à plus de 300 mètres de profondeur durant l'hiver. Ce qui fait que les algues, non seulement elles n'ont pas beaucoup de lumière, mais elles sont entraînées, elles passent de longues périodes à l'obscurité, loin de la surface. Donc tout ça est extrêmement étonnant. Et ça peut être, et c'est possible. Il y a deux conditions pour que ce soit possible, c'est que, un, la respiration soit très très faible, et deux, que le broutage soit faible aussi. Dans l'hypothèse de Mike Berenfeld, dans ce cas-ci, le broutage devient très faible à cause du mélange profond qui dilue les algues phytoplanctoniques et qui deviennent tellement rares que l'efficacité de broutage devient nulle en fait par le zooplancton. C'est comme ça, par cette dilution, qu'on observe un découplage entre le zooplancton et le phytoplancton. Ça, c'est leur explication pour l'Atlantique Nord. Alors, en ce qui nous concerne, donc, première condition, est-ce que la respiration, effectivement, est faible? Nous, on s'est intéressé à ça, en fait, pour des diatomiques qui vivent en Arctique, et en particulier pour une algue qui s'appelle Fragilariopsis cylindrus, qui se développe dans la glace de mer, mais aussi dans la colonne d'eau. Et cette algue, on l'a soumise à des périodes d'obscurité très longues. Sur les figures que vous voyez ici, sont des algues qu'on a soumises à l'obscurité pendant 3 mois. Et on a suivi, d'une part, le volume cellulaire, que vous voyez ici à gauche, d'autre part, la quantité de lipides, donc des réserves, en fait, dans les cellules, la quantité de carbone organique dans les cellules et la quantité d'azote organique dans ces mêmes cellules. Donc, on a regardé comment ça a évolué à l'obscurité. Si la respiration était forte, on pourrait s'attendre, par exemple, à ce que le carbone organique diminue significativement et que les réserves de lipides soient consommées. En fait, ce qu'on a observé, nous, c'est qu'à l'obscurité, rien de tout ça ne se passe. Il n'y a à peu près pas de consommation des réserves. La respiration est quasi nulle. Ces algues sont capables de cesser complètement de respirer. Et, j'aimerais bien, ça reste à déterminer, sont capables probablement d'ajuster leur respiration en fonction de la quantité de lumière disponible. Donc, elles peuvent respirer très peu, de manière à ce qu'elles soient en mesure d'exploiter le moindre photon pour faire de la croissance. Être extrêmement efficace. Donc, ce qui pourrait expliquer le fait qu'on a observé, nous, dans notre cas, bien que la lumière était faible, mais quand même présente, une croissance, une accumulation de biomasse pendant l'hiver en Arctique. Maintenant, la deuxième condition concerne le broutage. Alors, d'une part, effectivement,
les biomasses phytoplanctoniques deviennent quand même très faibles durant l'hiver, ce qui pourrait expliquer une baisse du broutage, comme pour les manipes de Mike Berenfeld. Mais aussi, ce qui est particulier en Arctique, c'est que plusieurs espèces de zooplancton, de mélozooplancton, passent à travers une période de diapause durant l'hiver. Ce que vous voyez sur cette figure sont des données qui nous ont été fournies par Gérald Dardis et qui montrent la biomasse pour un certain nombre de groupes de zooplancton. Biomasse en carbone dans la couche de 0 à 60 mètres sur toute une année. Et ça a été ce sont des données récoltées en mer de Beaufort. Mais ils ont par ailleurs déterminé que c'est un système qui s'apparentait beaucoup à celui de la baie de Baffin. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, durant l'hiver, cette biomasse elle diminue énormément. On s'attend à ce que le taux de broutage par unité de biomasse diminue aussi beaucoup. Donc tout ça pourrait expliquer qu'on observe ce démarrage du bloom très très tôt en fait. Cela dit, évidemment, cette augmentation de biomasse, il reste faible. C'est pas un bloom qu'on observe pendant l'hiver, mais nous, ça nous intéresse. Ça nous a intéressé parce que ça nous a permis de découvrir, d'aller aux limites des capacités de ces algues pour pousser à très très faible éclairement, ce que la plupart des biologistes marins ne soupçonnent pas en fait. On a toujours en tête cette théorie de Sverdrup selon laquelle effectivement il y a un éclairement critique en dessous duquel ça ne marche pas parce qu'il y a, à cause des termes de perte et de la respiration, la croissance nette n'est pas possible. Ben, en fait, il semblerait que les algues sont capables d'ajuster cette respiration et de pousser même à de très très faibles éclairements. Donc voilà qui conclut ma présentation.